Il y a 68 millions d'années, quelque chose d'impossible prenait son envol. Pas un oiseau, pas une chauve-souris, pas le moindre ancêtre de ce que nous connaissons aujourd'hui. Une créature dont l'envergure atteignait 12 mètres, soit la largeur d'un terrain de tennis. Un cou aussi long que celui d'une girafe adulte. Des ailes membraneuses tendues sur des os creux comme du verre soufflé. Et un bec acéré, long de 2,5 mètres, capable de transpercer la terre comme une lance. Imaginez-vous debout face à elle. Elle ne vole pas encore, elle est posée au sol, sur ses 4 membres, immobile. Et pourtant, elle vous domine. Sa tête se dresse à plus de 5 mètres de hauteur. C'est la hauteur d'un immeuble d'1,5 étages. C'est la taille d'une girafe adulte. Mais ce n'est pas une girafe, c'est un prédateur ailé. Et dans quelques secondes, il va déployer ses ailes, prendre son élan et s'élever dans un ciel que les humains n'ont jamais connu. Son nom est Quetzalcoatlus northropy, et il est à ce jour le plus grand animal volant que la Terre ait jamais produit. Pas selon une légende, pas selon un film, selon la science. Pendant des décennies, les paléontologues ont débattu de sa réalité. Comment un animal de cette taille pouvait-il voler? Comment ses os pouvaient-ils supporter une telle envergure? Comment ses muscles pouvaient-ils soulever une masse estimée entre 150 et 250 kg dans les airs? Certains ont dit que c'était impossible, que les lois de la physique interdisaient l'existence d'un tel être, que les fossiles devaient être mal interprétés. Ils avaient tort, car en reconstituant chaque fragment d'os, chaque trace de muscle, chaque indice laissé dans la roche du Texas, les chercheurs ont compris que Quetzalcoatlus n'était pas seulement réel. Il était une machine de survie d'une sophistication absolument stupéfiante. Un chef-d'œuvre de l'évolution, né dans l'un des moments les plus intenses de l'histoire de la vie sur Terre. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps. Nous allons traverser 68 millions d'années pour retrouver ce monstre volant. Nous allons examiner ses os, comprendre sa mécanique, reconstituer ses chasses et percer les mystères que la science n'a pas encore totalement résolus. Et je vous préviens, ce que vous allez découvrir va dépasser tout ce que Hollywood vous a jamais montré. Mais avant de rencontrer Quetzalcoatlus face à face, il faut comprendre le monde dans lequel il vivait. Parce que ce monde n'avait rien à voir avec le nôtre. Nous sommes au Crétacé supérieur, il y a environ 68 millions d'années. La Terre est une planète que vous ne reconnaîtriez pas si vous y posiez le pied. Les continents ne sont pas à leur place. L'Amérique du Nord existe, mais elle est coupée en deux par une immense mer intérieure, la mer de Niobrara, qui s'étend du golfe du Mexique jusqu'à l'actuelle mer de Beaufort, dans l'Arctique. Une mer peu profonde, chaude, grouillante de vie, large de plusieurs centaines de kilomètres. Elle divise le continent en 2 terres séparées. À l'ouest, l'Aramidia, à l'est, Appalachia. C'est sur les rives occidentales de cette mer disparue que Quetzalcoatlus régnait. La température moyenne sur Terre est plus élevée qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de calotte glaciaire permanente au pôle. L'atmosphère est dense, riche en dioxyde de carbone, et les forêts tropicales s'étendent bien au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les plantes à fleurs, les angiospermes, viennent tout juste de conquérir les paysages terrestres, remplaçant progressivement les fougères arborescentes et les cycas qui dominaient depuis 2 millions d'années. L'air lui-même est différent. Des études sur la composition atmosphérique du Crétacé supérieur, notamment des travaux publiés dans le journal Palaeogeography, Paléoclimatologie, Paléoécologie, suggèrent que la teneur en oxygène de l'atmosphère était légèrement inférieure à celle d'aujourd'hui, aux alentours de 26% contre 21% actuellement, selon certains modèles. D'autres chercheurs proposent des chiffres différents, et le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, cette air nourrissait des écosystèmes d'une densité et d'une complexité extraordinaires. Et dans ces écosystèmes évoluaient les derniers dinosaures. Parce qu'il faut le dire clairement, Quetzalcoatlus n'était pas un dinosaure, c'était un ptérosaure, un reptile volant appartenant à un groupe qui avait émergé au Trias, il y a plus de 220 millions d'années, bien avant que les premiers dinosaures ne dominent la Terre. Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés de l'histoire à conquérir le vol motorisé, avant les oiseaux, avant les chauves-souris, avant tout. Pendant 160 millions d'années, ils ont évolué, diversifié, colonisé chaque niche aérienne disponible. Des formes minuscules, grandes comme un moineau, aux géants comme Quetzalcoatlus. Des crêtes osseuses extravagantes, des becs filtreurs, des dents en peigne, des formes aussi variées que les oiseaux d'aujourd'hui, multipliées par 10 en termes d'imagination évolutive.
Mais au Crétacé supérieur, à l'époque où Quetzalcoatlus dominait les cieux du Texas, les ptérosaures touchaient à leur fin. Pas à cause d'une catastrophe soudaine, du moins pas encore. Mais parce que les oiseaux, ces descendants directs des théropodes, avaient commencé à envahir les niches écologiques que les ptérosaures occupaient depuis des millions d'années. Les petits ptérosaures disparaissaient progressivement, remplacés par des oiseaux plus agiles, plus adaptables. Seuls les géants subsistaient, comme si l'évolution avait repoussé les ptérosaures aux extrêmes, là où aucun oiseau ne pouvait encore les suivre. Quetzalcoatlus était l'un de ces extrêmes, le dernier acte d'un groupe qui avait régné sur les cieux plus longtemps que n'importe quel autre vertébré volant de l'histoire de la Terre. Et quel acte final! Sur les rives de la mer de Niobrara, dans des paysages de plaines inondables, de forêts riveraines et de zones humides, parmi des troupeaux d'hadrosaures et sous le regard des tyrannosaures qui rôdaient dans les forêts environnantes, cette créature de 12 mètres d'envergure arpentait le sol et les cieux avec une autorité absolue. Le monde du Crétacé supérieur était déjà en train de vivre ses dernières heures, même si personne parmi les créatures qui le peuplaient ne pouvait le savoir. Il restait environ 2 millions d'années avant l'impact, 2 millions d'années pendant lesquelles Quetzalcoatlus allait régner. Maintenant, parlons de l'animal lui-même. Parce que Quetzalcoatlus northropy est, anatomiquement parlant, l'une des créatures les plus déroutantes que la paléontologie ait jamais tenté de reconstituer. Commençons par le commencement, par les os. En 1972, un étudiant en géologie de l'Université du Texas nommé Douglas Lawson travaillait dans le parc national de Big Bend, dans l'ouest du Texas. Une région aride, torturée par le soleil, où les roches sédimentaires de la formation Javelina affleurent en couches épaisses comme les pages d'un livre géant. Lawson cherchait des fossiles, comme il le faisait régulièrement dans le cadre de ses recherches. Ce qu'il trouva ce jour-là allait changer notre compréhension des limites du vol animal. Un fragment d'aile, un seul, mais d'une taille qui n'avait aucun sens. L'os en question, un ptéroïde, un élément de l'avant-bras de l'aile, mesurait plus d'1,50 m de long. Pour un ptérosaure, c'était une anomalie absolue. Rien dans les archives fossiles connues à cette époque ne se rapprochait de cette dimension. Lawson transmit sa découverte à son directeur de thèse, le paléontologue Juan Langston Jr., qui avait passé des décennies à fouiller les formations texanes. Langston comprit immédiatement l'importance de la trouvaille. Des fouilles plus étendues dans la même zone révélèrent d'autres fragments, des os d'ailes supplémentaires, des éléments de la colonne vertébrale, des restes du cou extraordinairement allongés. En 1975, Lawson publia la description officielle de l'espèce dans le journal Science. Il lui donna le nom de Quetzalcoatlus northropy. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes des civilisations mésoaméricaines, divinité du vent et du ciel. Northropy, en hommage à John Knutson Northrop, fondateur de la compagnie aéronautique Northrop, pionnier des ailes volantes à grande envergure. Un nom double qui disait tout, la mythologie et l'ingénierie, le divin et le mécanique. Mais les fragments découverts par Lawson posaient autant de questions qu'ils n'en résolvaient, parce qu'un avant-bras seul ne suffit pas à reconstituer un animal. Et pendant des années, les estimations sur la taille réelle de Quetzalcoatlus variaient de façon vertigineuse. Certains chercheurs parlaient d'une envergure de 11 mètres, d'autres de 15 mètres. Certains modèles extrêmes poussaient même jusqu'à 18 mètres, soit la longueur d'un autobus articulé déployé d'un bout à l'autre. Ces chiffres étaient basés sur des extrapolations à partir de ptérosaures mieux connus, de taille bien inférieure. Et les extrapolations en paléontologie sont toujours risquées. La situation changea dans les années 80, lorsque des spécimens supplémentaires furent découverts dans la même formation Javelina. Des individus plus petits, probablement d'une espèce distincte ou de jeunes individus, qui permirent aux chercheurs de mieux comprendre les proportions générales du groupe. Ces spécimens, connus sous la désignation TMM 42489, fournirent des données cruciales sur l'architecture du corps. Ce que ces os révélèrent était stupéfiant. Le cou de Quetzalcoatlus était composé de vertèbres allongées à l'extrême, certaines atteignant individuellement 70 cm de long. L'ensemble du cou pouvait dépasser 2,5 mètres, voire 3 mètres selon certaines estimations. Un cou rigide, renforcé par des tendons ossifiés, qui ne pouvaient pas se courber librement dans tous les sens comme celui d'un héron.
mais qui était orienté vers l'avant et vers le bas, comme une lance vivante. Au bout de ce cou, un crâne colossal. La tête de Quetzalcoatlus, crête osseuse comprise, mesurait, selon les estimations actuelles, entre 2,20 m et 2,50 m de long. Pour donner une échelle, c'est plus long que la plupart des êtres humains ne sont grands. Cette tête était portée par un cou lui-même plus long qu'un homme. Et le tout était supporté par un corps dont la masse totale est estimée, selon les modèles biomécaniques les plus récents, notamment les travaux publiés par Mark Wheaton et Mike Habib dans la revue PLOS ONE en 2010, entre 150 et 250 kg. 250 kg. Pour une envergure de 12 mètres. Cela représente une densité corporelle extraordinairement faible pour un animal de cette envergure. Et c'est précisément ce qui rendait le vol possible. Les os de Quetzalcoatlus étaient creux. Pas simplement creux comme les os des oiseaux modernes, creux à un degré qui défie l'imagination. Les parois osseuses de certains éléments de l'aile mesuraient moins de 2 mm d'épaisseur. 2 mm. L'épaisseur d'une pièce de monnaie. Et pourtant, ces os devaient supporter les contraintes mécaniques colossales générées par le vol d'un animal de cette masse. Comment était-ce possible? La réponse se trouve dans l'architecture interne des os. Des travaux de tomographie computérisée. Des scanners réalisés sur des fragments fossiles au Perot Museum of Nature and Science de Dallas ont révélé un réseau interne de trabécules, de minuscules poutrelles osseuses disposées selon des angles précis, formant une structure en treillis d'une résistance remarquable. Une ingénierie naturelle que les architectes modernes qualifieraient sans hésiter de génie structurel. Mais les os ne racontent qu'une partie de l'histoire, car Quetzalcoatlus n'était pas qu'une structure osseuse, c'était un être vivant, avec des muscles, des membranes, un métabolisme, un comportement. Et reconstituer tout cela à partir de fragments fossilisés est un défi que les paléontologues relèvent encore aujourd'hui. La membrane alaire, le patagium, s'étendait du bout de l'immense 4e doigt de la main jusqu'au membre postérieur. Pas une membrane mince et fragile comme on pourrait l'imaginer, mais une structure complexe, renforcée par des fibres musculaires et des éléments rigides appelés actinofibrilles, qui permettaient un contrôle précis de la cambrure et de la tension de l'aile en plein vol. Des études sur des ptérosaures exceptionnellement bien conservés, notamment des spécimens découverts dans les calcaires lithographiques de Solnhofen, en Bavière, ont révélé que ces membranes étaient bien plus sophistiquées que de simples voiles passifs. Et puis il y a la question qui fascinait les chercheurs depuis la découverte de 1972. Comment un animal de cette taille se mettait-il en l'air? C'est la question qui a divisé les scientifiques pendant des décennies. Et la réponse, quand elle est finalement venue, a surpris tout le monde. Pendant longtemps, le modèle dominant supposait que les grands ptérosaures décollaient comme les albatros modernes, en courant face au vent, en utilisant la vitesse acquise au sol pour générer la portance nécessaire à l'envol. C'était logique, c'était intuitif. C'était ce que l'on attendait d'un grand animal volant. C'était probablement faux. En 2008, le paléontologue Mike Habib, alors chercheur à l'université Johns Hopkins, publia une analyse biomécanique qui allait transformer notre vision du vol des ptérosaures géants. Habib examina la structure des membres antérieurs de Quetzalcoatlus et d'autres Ashdarchidés, la famille de grands ptérosaures à long cou à laquelle appartient Quetzalcoatlus, et arriva à une conclusion inattendue. Les membres antérieurs de Quetzalcoatlus étaient disproportionnellement puissants par rapport à ses membres postérieurs. Ses bras, en réalité ses ailes repliées, étaient massifs. Les os de l'épaule et de l'avant-bras montraient des insertions musculaires d'une taille considérable, indiquant des muscles extrêmement développés. En revanche, ses pattes arrière étaient relativement grêles, insuffisantes pour générer la vitesse de course nécessaire à un décollage conventionnel. Habib proposa alors un modèle radicalement différent, un décollage quadrupède, comme une sorte de saut à la perche inversé. Voici comment cela fonctionnait, selon ce modèle, qui fait aujourd'hui largement consensus parmi les spécialistes. Quetzalcoatlus au repos se tient sur ses 4 membres. Ses ailes sont repliées, les extrémités des doigts alaires posées au sol comme des béquilles. Dans cette position, il ressemble davantage à une tente vivante qu'à un oiseau. Pour décoller, il ne court pas, il se propulse. En un mouvement explosif, il pousse simultanément avec ses 4 membres, d'abord les antérieurs, en dépliant ses ailes depuis le sol comme des catapultes, puis les postérieurs en extension complète.
Cette double impulsion le projette vers le haut et vers l'avant. Des simulations biomécaniques publiées par Habib et Wheaton dans PLOS ONE en 2010 estiment que ce mouvement pouvait générer une vitesse initiale suffisante pour que les ailes trouvent immédiatement leur portant. En moins d'une seconde, un animal de 250 kg et 12 mètres d'envergure était en l'air. Pensez-y un instant. Un bond, pas de course d'élan, pas de falaise à partir de laquelle se jeter. Juste la puissance explosive de 4 membres travaillant en parfaite coordination, propulsant cette masse dans les airs comme un mécanisme de lancement biologique. Ce modèle a depuis été affiné et débattu. Certains chercheurs, comme Kevin Padian de l'Université de Californie à Berkeley, ont contesté certains aspects de la posture au sol et du mécanisme de décollage. Le débat n'est pas entièrement clos. Mais la grande majorité des spécialistes des ptérosaures s'accordent aujourd'hui sur l'idée que le décollage quadrupède était la méthode la plus plausible pour les ashdarchidés géants. Mais le décollage n'était que le début. Une fois en l'air, Quetzalcoatlus devenait quelque chose d'entièrement différent. Des modèles aérodynamiques développés notamment par des équipes de l'Université de Portsmouth et de l'Université du Michigan ont simulé le vol de Quetzalcoatlus en tenant compte de sa masse estimée, de son envergure, de la cambrure probable de ses ailes et des conditions atmosphériques du Crétacé supérieur. Les résultats sont vertigineux. Une fois en altitude, Quetzalcoatlus était un planeur d'une efficacité remarquable. Ses longues ailes étroites, un profil similaire à celui des albatros et des frégates modernes, des maîtres du vol plané, lui permettaient d'exploiter les colonnes d'air chaud ascendant, les thermiques, avec une économie d'énergie extraordinaire. Les simulations suggèrent qu'il pouvait atteindre des vitesses de croisière comprises entre 80 et 100 km/h, et voler sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres sans se poser. Plusieurs milliers de kilomètres. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez un animal parti du Texas actuel et capable d'atteindre l'actuelle côte est des États-Unis, ou le Mexique, ou les Caraïbes, en quelques jours de vol, en se laissant porter par les courants atmosphériques comme un planeur géant. Des analyses isotopiques réalisées sur des fossiles d'ashdarchidés, des études portant sur la composition chimique des os, qui reflètent la géographie de l'alimentation d'un animal, ont suggéré que ces créatures parcouraient effectivement de très grandes distances. Des travaux publiés dans la revue Cretaceous Research ont montré que certains ashdarchidés pouvaient se nourrir dans des environnements géographiquement très variés, ce qui implique des déplacements sur de longues distances. Mais ces voyages avaient un but. Et ce but nous amène à l'une des questions les plus débattues de la paléontologie des ptérosaures. Que mangeait Quetzalcoatlus? Pendant longtemps, la réponse semblait évidente. Un animal de cette taille, avec un bec aussi imposant, devait se nourrir de poissons. Comme un pélican géant, planant au-dessus de la mer de Niobrara, plongeant son bec dans l'eau pour capturer de grands poissons. C'était l'image classique. C'était celle que l'on trouvait dans les livres, dans les documentaires, dans les reconstitutions des musées. Et puis les chercheurs ont regardé les os de plus près. Le bec de Quetzalcoatlus est long, pointu et, détail crucial, complètement lisse sur ses bords internes. Pas de dents, pas de crochets, pas de structure filtrante, juste une pointe acérée, comme une lance. Et surtout, les articulations du cou, aussi rigides qu'elles l'étaient, n'auraient pas permis le mouvement rapide vers le bas nécessaire pour attraper un poisson en plomb. De plus, un fait géographique troublant. Les fossiles de Quetzalcoatlus northropy ont été trouvés dans la formation Ravelina, dans le parc de Big Bend, une zone qui, au Crétacé supérieur, était située à plusieurs centaines de kilomètres des rives de la mer de Niobrara. Une zone d'intérieur des terres, de plaines inondables et de forêts riveraines. Quetzalcoatlus ne vivait pas sur les côtes, il vivait dans les terres. Ce détail, combiné à l'analyse de sa morphologie, poussa des chercheurs comme Mark Wheaton et Darren Naish, dans un article influent publié dans PLOS ONE en 2008, à proposer un modèle radicalement différent. Selon eux, Quetzalcoatlus se nourrissait principalement au sol, à la manière d'un échassier géant ou d'une cigogne démesurée. Il marchait, il chassait à pied. Et ce qu'il chassait au sol était bien plus impressionnant qu'un simple poisson. Imaginez la scène. Une plaine inondable, il y a 68 millions d'années. La chaleur est écrasante, l'air sans la vase et les plantes en décomposition. Des troupeaux d'hadrosaures, ces dinosaures à bec de canard, certains atteignant 10 mètres de long, pèsent en groupe bruyant près d'un méandre de rivière.
Des ptérosaures plus petits planent au-dessus de l'eau. Des crocodiliens aux mâchoires épaisses guettent depuis les berges. Et au milieu de tout cela, quelque chose marche. Quelque chose de grand. Quelque chose qui n'a pas besoin de se cacher. Quetzalcoatlus au sol était un spectacle d'une étrangeté absolue. Ses ailes repliées formaient deux sortes de bras antérieurs rigides, posés sur leurs extrémités comme des béquilles inversées. Sa tête colossale oscillait lentement au bout de son cou immense. Ses yeux, probablement grands, orientés vers l'avant selon certaines reconstructions, balayaient le terrain. Il mesurait, debout, environ 5 mètres de hauteur à la tête. 5 mètres. La hauteur d'une girafe adulte. Mais avec un bec de 2,5 mètres pointé vers l'avant comme une arme. Selon le modèle proposé par Wheaton et Naish, Quetzalcoatlus utilisait ce bec comme un outil de sondage et de capture. Il enfouissait sa tête dans la végétation, dans les terriers, dans la boue des rives, pour en extraire des proies. De petits dinosaures, des lézards, des mammifères primitifs, car oui, les mammifères existaient déjà au Crétacé, de petites créatures nocturnes qui se dissimulaient dans les sous-bois. Des œufs de dinosaures, des charognes. Un prédateur et charognard opportuniste, capable de consommer à peu près tout ce que son bec pouvait saisir. Mais certains chercheurs vont encore plus loin. Une analyse biomécanique publiée dans la revue Zitelliana en 2014, conduite par une équipe allemande ayant modélisé les contraintes de traction sur le crâne et le cou des asdarchidés, a suggéré que des animaux comme Quetzalcoatlus pouvaient capturer des proies relativement volumineuses. Des animaux pesant jusqu'à plusieurs dizaines de kilogrammes, en les saisissant d'un coup de bec rapide et précis, puis en les projetant vers l'arrière pour les avaler entiers, à la manière des hérons modernes qui avalent des anguilles et de petits rongeurs. Un coup de bec, une proie saisie, une projection de la tête vers l'arrière, et la proie disparaît dans la gorge de la créature en quelques secondes. Maintenant, imaginez ce mécanisme à l'échelle de Quetzalcoatlus, un jeune dinosaure herbivore, isolé du troupeau, distrait par la végétation. Il ne voit pas venir la menace. Il n'entend peut-être pas les pas de cette créature, dont la démarche au sol était probablement plus silencieuse qu'on ne pourrait l'imaginer. Et puis, une ombre colossale. Un mouvement d'une rapidité surprenante pour un animal de cette taille. Le bec s'abat, c'est terminé. Ce scénario reste hypothétique, et il faut être honnête sur ce point. Nous n'avons pas de preuves directes, pas de contenu stomacal fossilisé, pas de marque de morsure attribuable à Quetzalcoatlus sur des os de proie identifiés. La paléontologie du comportement est toujours une science de l'indirect, de l'inférence, de la probabilité. Mais les indices convergent vers une image cohérente. Et cette image est celle d'un prédateur terrestre de premier ordre, ce qui, pour un ptérosaure, est en soi une révolution conceptuelle. Car pendant longtemps, on a pensé que les ptérosaures étaient fondamentalement des créatures de l'air et de l'eau, des pêcheurs aériens, des filtreurs de surface, des créatures dont la vie au sol était une parenthèse inconfortable entre deux vols. L'idée qu'un ptérosaure géant puisse avoir adopté une stratégie de prédation terrestre active, marchant sur de longues distances, chassant activement des proies terrestres, était presque inconcevable il y a encore 30 ans. Et pourtant, les asdarchidés dans leur ensemble semblent confirmer ce modèle. Des fossiles d'asdarchidés ont été retrouvés sur tous les continents, dans des environnements très variés, pas seulement côtiers, mais profondément continentaux. En Mongolie, dans le désert de Gobi, des restes d'asdarchidés ont été découverts dans des formations correspondant à des environnements semi-arides, loin de toute grande étendue d'eau. En Roumanie, dans la formation de Sebeș, un asdarchidé nommé Atzegopteryx, un cousin proche de Quetzalcoatlus, d'envergure similaire, a été retrouvé dans des sédiments correspondant à une île continentale isolée, l'île de Atzeg, qui était au Crétacé supérieur une terre isolée de la mer de Thétis. Et sur cette île, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Il n'y avait pas de grands dinosaures théropodes, pas de tyrannosaures, pas d'allosaures, pas de prédateurs terrestres à deux pattes dominant la chaîne alimentaire. L'île de Atzeg était peuplée de dinosaures nains, des sauropodes miniaturisés, des hadrosaures de taille réduite, des ornithopodes, résultat du phénomène bien documenté du nanisme insulaire. Pas de grands prédateurs terrestres, mais un asdarchidé géant. Des chercheurs roumains et britanniques, dans une étude publiée dans PeerG en 2017, ont proposé que sur l'île de Atzeg, Atzegopteryx occupait le rôle écologique du prédateur de sommet. Que ce ptérosaure géant n'était pas qu'un visiteur occasionnel. C'était le grand prédateur de l'île,
celui qui régnait sur tous les autres, celui dont les dinosaures nains devaient se méfier. Un ptérosaure, prédateur apex, chassant des dinosaures. Cela renverse tout ce que l'on croyait savoir sur la hiérarchie du monde mésozoïque. Et si ce modèle s'appliquait partiellement à Quetzalcoatlus northropy dans le Texas du Crétacé supérieur, même dans un environnement partagé avec des tyrannosaures comme Tyrannosaurus rex lui-même, alors nous avons affaire à quelque chose de bien plus complexe et fascinant que le simple pélican géant que l'on imaginait autrefois. Nous avons affaire à un prédateur qui chassait sur deux fronts. Dans les airs, il dominait par sa taille et son endurance. Au sol, il dominait par sa hauteur, la puissance de son bec et sa capacité à atteindre des proies inaccessibles aux prédateurs à deux pattes. Mais une question demeurait, suspendue dans l'air comme la créature elle-même. Comment un animal de cette taille et de cette masse pouvait-il maintenir son métabolisme? Combien devait-il manger pour survivre? Et quelle était la nature profonde de sa physiologie? Était-il à sang froid, comme les reptiles modernes, ou à sang chaud, comme les oiseaux et les mammifères? La réponse à cette question allait changer notre vision non seulement de Quetzalcoatlus, mais de tous les ptérosaures. Pendant des décennies, les ptérosaures ont été classés, presque par défaut, dans la catégorie des reptiles à sang froid. C'était logique en apparence. Ils étaient des reptiles, des archosaures comme les crocodiles et les dinosaures. Et les reptiles sont ectothermes, c'est-à-dire qu'ils dépendent de la chaleur extérieure pour réguler leur température corporelle. Un lézard au soleil sur un rocher, un crocodile immobile dans sa mare. Des créatures dont le métabolisme ralentit quand la température baisse et s'accélère quand elle monte. Si Quetzalcoatlus était ectotherme, alors tout s'effondrait. Un reptile à sang froid de 250 kg ne pourrait tout simplement pas voler. Son métabolisme serait trop lent pour fournir l'énergie nécessaire aux muscles alaires. Il ne pourrait pas maintenir la température corporelle nécessaire à un effort physique intense à haute altitude, où l'air est plus frais. Il ne pourrait pas décoller de manière explosive depuis le sol. Il serait condamné à attendre passivement la chaleur du soleil avant de pouvoir bouger efficacement. Ce n'était pas un portrait compatible avec l'animal que les os décrivaient. Alors les chercheurs ont cherché des réponses dans la structure même des os fossiles. La clé se trouve dans l'histologie osseuse, l'étude microscopique de la structure interne du tissu osseux. En coupant un os fossile en fines tranches et en l'examinant en microscope, les paléontologues peuvent lire l'histoire du métabolisme d'un animal comme on lirait les anneaux d'un arbre. Un os à croissance rapide et continue, ce que l'on appelle un os fibrolamellaire, indique un métabolisme élevé, une croissance rapide, une régulation thermique interne. C'est la signature des endothermes, des animaux à sang chaud. Un os à croissance lente, marqué de lignes d'arrêt de croissance saisonnière, les lignes de Harris, indique un métabolisme plus lent, une croissance intermittente, typique des ectothermes. Des analyses histologiques réalisées sur des os de ptérosaures, notamment des travaux publiés dans la revue Acta Paleontologica Polonica, et des études menées par des équipes françaises et brésiliennes sur des spécimens exceptionnellement bien conservés, ont révélé une structure fibrolamellaire dans les os de plusieurs espèces de ptérosaures, y compris des asdarchidés. La croissance était rapide, continue, sans interruption saisonnière marquée. C'est la signature d'un endotherme. Les ptérosaures, selon toute probabilité, étaient à sang chaud. Mais ce n'était pas tout. Des impressions de peau et de téguments conservées sur certains ptérosaures exceptionnellement bien préservés, notamment des spécimens brésiliens de la formation Crato datant du Crétacé inférieur, ont révélé quelque chose que personne n'attendait vraiment. Des poils. Pas exactement des poils comme ceux des mammifères, mais des structures filamenteuses appelées pycnofibres, qui recouvraient le corps de nombreux ptérosaures. Fines, denses, probablement isolantes. Exactement le type de structure que l'on attendrait d'un animal qui maintient une température corporelle interne stable et qui a besoin de la conserver. Un ptérosaure couvert de filaments isolants, à sang chaud, avec un métabolisme élevé. Cela change tout. Parce qu'un Quetzalcoatlus endotherme n'est plus une créature passive attendant la chaleur du soleil pour décoller. C'est une machine biologique à haute performance, capable d'une activité physique intense à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, par tous les temps. Capable de voler au crépuscule. Capable de décoller dans la fraîcheur matinale. Capable de maintenir sa vitesse de croisière pendant des heures, voire des jours, en exploitant les thermiques et les courants atmosphériques.
Et cela soulève immédiatement la question du coût énergétique. Un animal de 250 kg, endotherme, volant sur de longues distances. Combien devait-il manger par jour pour maintenir ce métabolisme? Des modèles énergétiques développés en s'appuyant sur les données comparatives d'oiseaux modernes de grande taille, comme le condor des Andes et l'albatros hurleur, les plus grands oiseaux volants actuels, et extrapolés à la masse de Quetzalcoatlus, suggèrent des besoins caloriques considérables. Peut-être plusieurs kilogrammes de proie par jour lors des périodes d'activité intense, peut-être moins lors des longues phases de vol plané passif, où la dépense énergétique était réduite au minimum. Cela implique une stratégie alimentaire opportuniste et diversifiée, exactement ce que le modèle de Wheaton et Naish suggérait. Un animal qui ne pouvait pas se permettre d'être sélectif, qui mangeait ce qu'il trouvait, petits dinosaures, lézards, mammifères, œufs, charognes, avec l'efficacité froide d'une machine à extraire des calories. Mais la question du métabolisme ouvre une autre porte, celle de la croissance. Si les ptérosaures étaient endothermes et à croissance rapide, alors Quetzalcoatlus ne naissait pas géant. Il commençait petit, très petit, et grandissait à une vitesse remarquable pour atteindre ses dimensions adultes. Des études sur des œufs de ptérosaures, un domaine de recherche relativement récent, les œufs de ptérosaures étant des fossiles d'une rareté extrême, ont fourni des indices précieux. Des œufs attribués à des ptérosaures ont été découverts en Chine, dans la formation Yixian, et en Argentine, dans la formation Lagarcito. Ces œufs, décrits dans des articles publiés dans Nature et Sciences entre 2004 et 2017, révèlent des coquilles relativement molles et perméables, plus proches des œufs de serpent que des œufs d'oiseaux, ce qui suggère que les œufs étaient probablement enfouis dans le sol ou dans la végétation et non couvés directement par les parents. Les nouveau-nés, appelés flaplings dans la littérature scientifique anglophone, semblent avoir été relativement développés à l'éclosion, avec des ailes déjà fonctionnelles selon certaines interprétations. Mais leurs os étaient mous, leur croissance encore incomplète. Ils étaient vulnérables. Combien de temps fallait-il à un Quetzalcoatlus pour atteindre sa taille adulte? Nous ne le savons pas avec certitude. Les données histologiques suggèrent une croissance rapide, potentiellement comparable à celle des oiseaux modernes de grande taille, ce qui impliquerait plusieurs années, peut-être une décennie ou plus, pour atteindre la pleine maturité. Et pendant toutes ces années de croissance, les jeunes Quetzalcoatlus étaient des animaux fondamentalement différents de leurs parents adultes. Plus petits, plus agiles, probablement plus dépendants du vol actif que du vol plané. Des créatures occupant une niche écologique distincte de celle des adultes, évitant ainsi la compétition directe au sein de leur propre espèce. C'est un concept fascinant. Une même espèce, à différents stades de sa vie, exploitant des ressources différentes, habitant des environnements différents, se comportant de manière fondamentalement différente. Mais parmi tous les mystères que pose Quetzalcoatlus, il en est un qui dépasse tous les autres en termes de fascination pure. Un mystère que la science commence à peine à effleurer. Comment ces animaux se comportaient-ils socialement? Vivaient-ils seuls, comme la plupart des grands prédateurs modernes? Ou formaient-ils des groupes, des rassemblements, comme les cigognes et les vautours qui se réunissent en nombre sur les meilleures sources de nourriture? Des indices troublants suggèrent que la réponse pourrait être bien plus complexe et bien plus spectaculaire que ce que quiconque aurait osé imaginer. Les indices viennent de là où on ne les attendait pas. Pas du Texas. Pas de la formation Javelina, où Quetzalcoatlus northropy fut découvert pour la première fois. Mais de sites répartis sur plusieurs continents, où des fossiles d'Ashdarchidés ont été trouvés non pas isolément, mais en groupe. En 2008, dans la formation de Musentuchit dans l'Utah, des chercheurs mirent au jour plusieurs fragments osseux d'Ashdarchidés dans une zone géographiquement restreinte. En Roumanie, dans la formation de Sebeș, plusieurs individus de Hatzegopteryx semblent représentés dans les mêmes couches sédimentaires. En Espagne, dans la formation de Villalba de la Sierra, des restes de plusieurs Ashdarchidés ont été retrouvés en association étroite. Aucun de ces sites ne constitue une preuve formelle de comportement social. En paléontologie, des os trouvés ensemble peuvent simplement signifier que plusieurs individus sont morts au même endroit à des moments différents, emportés par une crue, piégés dans un marécage, attirés par une source d'eau en période de sécheresse. La proximité spatiale n'implique pas nécessairement la proximité sociale. Mais les indices s'accumulent. Et ils s'accumulent dans une direction précise. Des études comparatives sur les oiseaux modernes de grande taille, cigognes, marabouts, vautours,
montrent que les espèces à stratégie alimentaire opportuniste et à large rayon d'action tendent à développer des comportements sociaux complexes, au moins lors de l'alimentation. Pas nécessairement des structures sociales permanentes, mais des rassemblements temporaires sur les sources de nourriture abondantes, avec des hiérarchies d'accès et des comportements de compétition ritualisés. Si Quetzalcoatlus suivait un modèle similaire, alors les plaines inondables du Texas crétacé pouvaient parfois être le théâtre de rassemblements extraordinaires. Plusieurs individus de 5 mètres de haut, avec des envergures de 12 mètres, se disputant l'accès à une carcasse de dinosaure ou à une zone de nidification. Imaginez ce spectacle. Une demi-douzaine de Quetzalcoatlus adultes réunis autour d'un hadrosaure mort. Leurs têtes de 2,5 mètres s'agitant, leurs cous rigides oscillant comme des derricks mécaniques. Des vocalises, dont nous ne savons absolument rien, mais qui existaient certainement sous une forme ou une autre, peut-être des sons graves, des résonances dans leurs crêtes osseuses creuses, des infrasons que les autres animaux de la plaine sentaient dans leurs os avant même de les entendre. Mais la question du comportement social touche à quelque chose d'encore plus fondamental. La reproduction. Comment Quetzalcoatlus se reproduisait-il? Où nichait-il? Comment protégeait-il ses œufs et ses petits dans un environnement peuplé de tyrannosaures et d'autres prédateurs redoutables? Nous n'avons pas de réponse certaine. Nous n'avons jamais trouvé de nid attribuable à Quetzalcoatlus, jamais d'œuf portant clairement sa signature. Les données que nous avons sur la reproduction des ptérosaures géants sont fragmentaires au point d'être presque inexistantes. Mais la logique évolutive nous donne quelques pistes. Des animaux de cette taille, avec un métabolisme élevé et une longue période de croissance, investissent généralement lourdement dans chaque portée. Pas des dizaines d'œufs comme un reptile ectotherme, mais probablement peu d'œufs, peut-être 1 ou 2 par saison de reproduction, avec un investissement parental significatif. C'est le modèle que l'on observe chez les grands oiseaux modernes, condors, albatros, grands aigles, et que la théorie de l'histoire de vie prédit pour des animaux à cette position dans la courbe de compromis entre quantité et qualité de la descendance. 1 ou 2 œufs, précieusement gardés, dans un nid que nous n'avons jamais trouvé, peut-être dans des falaises inaccessibles, hors de portée des prédateurs terrestres, peut-être dans des zones densément boisées, camouflées dans la végétation. Peut-être, et c'est une hypothèse que certains chercheurs ont évoquée sans la développer formellement, en colonies de nidification, comme les fous de bassan ou les manchots modernes, où le nombre d'adultes présents assure une protection collective contre les prédateurs. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ces œufs et ces jeunes représentaient l'investissement de toute une vie adulte, et que leur survie était la condition de la continuité d'une lignée qui allait régner sur les cieux du Crétacé supérieur jusqu'à la toute dernière seconde de cette ère. Jusqu'à ce que quelque chose arrive. Quelque chose que rien, dans 60 millions d'années d'évolution des ptérosaures, n'avait préparé ces créatures à affronter. Mais avant de parler de la fin, avant de parler de l'impact, de l'obscurité, de l'extinction, il faut s'arrêter sur un point que la plupart des documentaires négligent complètement. Quetzalcoatlus n'était pas seul dans les cieux du Crétacé supérieur. Il était le plus grand, le plus imposant, le plus remarquable par sa taille pure. Mais il partageait son monde aérien avec d'autres ptérosaures, avec les premiers oiseaux modernes qui commençaient à diversifier leur forme, et avec au moins un autre géant dont l'existence même pose des questions fondamentales sur les limites du vol animal. Son nom est Arambourgiania philadelphiae. Découvert en Jordanie, dans des sédiments du Crétacé supérieur, et décrit formellement dans les années 90, Arambourgiania est connu d'un seul os, une vertèbre cervicale unique, longue de 62 cm. Une seule vertèbre de 62 cm de long. Des extrapolations basées sur les proportions des asdarchidés connus suggèrent qu'Arambourgiania pouvait avoir une envergure comparable à celle de Quetzalcoatlus, peut-être même légèrement supérieure selon certains modèles. Peut-être 13 mètres, peut-être plus. 2 géants ailés, contemporains, vivant dans des régions différentes du monde du Crétacé supérieur. Et puis, il y a Hatzegopteryx, dont nous avons déjà parlé, ce prédateur apex de l'île de Hatzeg, dont les os du crâne et de l'épaule révèlent une robustesse bien supérieure à celle de Quetzalcoatlus. Un animal peut être légèrement moins grand en envergure, mais bien plus massif, bien plus puissant. Avec un bec épais et résistant là où celui de Quetzalcoatlus était long et effilé. Des stratégies différentes,
des morphologies différentes, des niches légèrement différentes, même parmi les géants. C'est l'une des révélations les plus fascinantes de la paléontologie des Asdarchidés de ces 20 dernières années. Ces animaux n'étaient pas une forme unique et monolithique. Ils constituaient un groupe diversifié, avec des adaptations variées à des environnements et des régimes alimentaires distincts. Comme les grands félins modernes, lions, tigres, léopards, guépards, occupent des niches différentes malgré leur ressemblance superficielle, les Asdarchidés géants du Crétacé supérieur représentaient probablement une radiation évolutive de formes adaptées à des contextes écologiques variés. Quetzalcoatlus, l'arpenteur des plaines inondables du Texas. Atzegopteryx, le prédateur apex d'une île isolée. Arambourgiania, le géant du Moyen-Orient dont nous ne savons presque rien. Et peut-être d'autres encore, non découverts, attendant dans des roches que personne n'a encore brisées. Car il faut le dire clairement, nos archives fossiles des Asdarchidés géants sont désespérément incomplètes. Quetzalcoatlus lui-même n'est connu que de fragments, pas de crâne complet, pas de squelette entier, pas de spécimen qui nous permettrait de répondre avec certitude à toutes les questions que nous nous posons. Chaque nouvelle découverte transforme notre compréhension, et les découvertes continuent. En 2019, une équipe de chercheurs canadiens décrivit dans le Journal of Vertebrate Paleontology plusieurs nouveaux spécimens d'Asdarchidés provenant de la formation de Dinosaur Park, en Alberta. Des formes de taille moyenne qui comblent partiellement le fossé entre les petits et les grands Asdarchidés, et qui précisent notre compréhension de l'évolution du groupe. En 2022, des chercheurs marocains et britanniques décrivirent de nouveaux matériaux de ptérosaures géants provenant de la formation de Kemkem, au Maroc, une formation connue pour avoir produit des restes de Spinosaurus, de Carcharodontosaurus et d'autres géants du Crétacé moyen. Des ptérosaures géants évoluant aux côtés de ces monstres terrestres dans un environnement côtier et deltaïque d'une richesse extraordinaire. Le portrait de Quetzalcoatlus et de ses cousins s'enrichit chaque année. Et avec chaque enrichissement, la même question revient, inévitablement. Comment tout cela a-t-il pris fin? Il y a une question que les paléontologues posent depuis 50 ans. Une question simple en apparence. Une question à laquelle on pourrait s'attendre à une réponse simple. Et pourtant, cette question reste l'une des plus controversées de toute la paléontologie des vertébrés. Quelle était la taille réelle de Quetzalcoatlus northropy? Pas une estimation approximative. Pas une fourchette large entre 11 et 15 mètres. Une mesure précise, fondée sur des données solides, qui permettrait de dire avec certitude si cet animal était le plus grand être volant de tous les temps, ou si ce titre appartient peut-être à quelqu'un d'autre. Le problème est fondamental, et il tient à une réalité cruelle de la paléontologie. Quetzalcoatlus northropy, l'espèce géante, la grande forme du Texas, n'est connue que de fragments. Des os d'ailes partielles, quelques vertèbres, des éléments du membre antérieur, pas de crâne, pas de squelette complet. Pas même un ensemble d'os suffisamment représentatif pour permettre une reconstruction directe sans extrapolation. Tout ce que nous savons sur sa taille réelle est déduit, inféré, extrapolé à partir de spécimens plus petits et mieux préservés, en appliquant des ratios de proportion établis sur d'autres Asdarchidés. Et ces extrapolations ont donné des résultats extraordinairement variables au fil des décennies. En 1975, lors de la description originale par Douglas Lawson, l'envergure était estimée à 15 mètres et demi, un chiffre qui fit la une des journaux scientifiques du monde entier et qui s'imprima dans l'imaginaire collectif comme une vérité absolue. Puis les estimations se rétractèrent. Des analyses plus rigoureuses des années 80 et 90 ramenèrent le chiffre vers 11 à 12 mètres, encore colossal, mais significativement différent de 15 mètres. Puis des études plus récentes, notamment une analyse détaillée publiée dans le Journal Vertebrate Paleontology en 2017 par Brian Andress, réévaluèrent à nouveau les proportions, suggérant une envergure comprise entre 9 et 12 mètres selon les individus et les méthodes de reconstruction utilisées. 9 mètres ou 12 mètres. La différence n'est pas négligeable. C'est l'écart entre un animal de la taille d'un petit avion de tourisme et un animal de la taille d'un avion de ligne régionale. Et cette incertitude fondamentale se répercute sur toutes les autres estimations. La masse corporelle, la portance, la vitesse de vol, les besoins énergétiques. Tout dépend d'une donnée de base que nous ne possédons tout simplement pas avec la précision nécessaire. C'est le paradoxe de Quetzalcoatlus, l'animal le plus grand à avoir jamais volé, et nous ne savons pas exactement à quel point il était grand.
Mais cette incertitude sur les chiffres cache une vérité encore plus troublante. Parce que quelle que soit la mesure exacte, 9 mètres, 12 mètres ou quelque chose entre les deux, cet animal se situe à la limite absolue de ce que la physique autorise pour un être volant. Des études aérodynamiques conduites par des ingénieurs aéronautiques ayant collaboré avec des paléontologues, notamment des travaux menés à l'université de Southampton et publiés dans la revue Interface de la Royal Society, ont modélisé les contraintes physiques du vol pour des animaux de la masse estimée de Quetzalcoatlus. Les résultats sont vertigineux. À 250 kg, un animal volant se trouve à la limite extrême de ce que les lois de la physique permettent. La portance nécessaire pour maintenir cette masse en l'air exige une vitesse minimale d'environ 13 à 15 mètres par seconde, soit environ 50 km par heure. En dessous de cette vitesse, la portance est insuffisante et l'animal commence à perdre de l'altitude. Cela signifie que Quetzalcoatlus ne pouvait pas voler lentement. Il ne pouvait pas planer doucement au-dessus du sol comme un héron. Il devait maintenir une vitesse minimale élevée en permanence, sous peine de décrocher. Ce qui, en retour, implique des muscles alaires capables de générer une puissance considérable en continu, et un métabolisme capable de soutenir cet effort. Un équilibre extraordinairement précis entre masse, portance, puissance musculaire et efficacité aérodynamique. Un équilibre que l'évolution a atteint, mais qui ne laissait aucune marge. Quetzalcoatlus était, dans un sens très littéral, un animal impossible, rendu possible par une accumulation de solutions évolutives, chacune poussée à son extrême. Trop lourd de quelques kilogrammes supplémentaires, et il ne pouvait plus décoller. Des os légèrement moins creux, et sa masse augmentait au-delà du seuil critique. Des muscles alaires légèrement moins développés, et le décollage devenait impossible. Chaque paramètre était optimisé au maximum. Aucune redondance, aucune marge de sécurité. Une machine évolutive poussée jusqu'à l'absolue limite du possible. Et c'est précisément ce qui rend la question suivante si fascinante. Pourquoi ? Pourquoi l'évolution a-t-elle produit un animal aussi proche des limites physiques absolues du vol ? Quel avantage sélectif justifiait de pousser la taille jusqu'à ce point extrême, au risque de dépasser le seuil au-delà duquel le vol devient impossible ? La réponse la plus convaincante, développée notamment par Mark Wheaton dans son ouvrage de référence consacré aux ptérosaures publié en 2013, est liée précisément à la stratégie alimentaire terrestre que nous avons évoquée précédemment. La grande taille au sol était un avantage considérable. Un Quetzalcoatlus de 5 mètres de haut pouvait atteindre des proies et des zones d'alimentation inaccessibles à des prédateurs plus petits. Sa hauteur lui donnait un champ de vision panoramique sur de vastes étendues de plaine. Son bec de 2,5 mètres pouvait sonder des terriers, des crevasses, des zones de végétation dense inaccessibles aux théropodes bipèdes. La grande taille au sol justifiait la grande taille en vol. Et la grande taille en vol, une fois atteinte, offrait des avantages propres considérables. Une envergure de 12 mètres permettait d'exploiter des thermiques faibles, de planer sur des distances énormes, de migrer sur des milliers de kilomètres avec un coût énergétique minimal. Un rayon d'action continental permettant d'exploiter des ressources dispersées sur des zones géographiques immenses. Grande taille au sol, grande taille en vol. Les deux se renforçaient mutuellement, dans une spirale évolutive qui n'avait qu'une limite, la physique elle-même. Mais il y a un dernier mystère, le plus profond, celui que la science effleure à peine. Quetzalcoatlus avait-il une intelligence, une capacité d'apprentissage, une vie mentale d'une quelconque complexité? Nous savons que son cerveau, déduit de la forme de la cavité crânienne dans les rares fragments de crâne disponibles pour d'autres âges d'archidés mieux préservés, était proportionnellement plus grand que celui des reptiles modernes. Des études sur des endocraniums de ptérosaures, notamment des travaux publiés dans la revue Zootaxa sur des spécimens bien conservés de ptérosaures du Crétacé, montrent des lobes optiques développés, une vision exceptionnelle, et un cervelet d'une taille relative significative, indiquant des capacités d'équilibration et de coordination motrice avancées. Un cerveau adapté au vol, à la coordination précise, à la perception visuelle fine. Mais au-delà de cela, nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas savoir. Le comportement ne se fossilise pas. Les émotions ne laissent pas de traces dans la roche. Ce que nous savons, c'est que cet animal a vécu pendant des millions d'années, qu'il a survécu, s'est reproduit,
à chasser, à migrer, à élever ses petits dans un monde où les conditions changeaient continuellement. Qu'il a traversé des sécheresses, des inondations, des éruptions volcaniques, des changements climatiques graduels. Qu'il était, par définition, une réussite évolutive extraordinaire. Jusqu'au jour où tout changea, en quelques heures. Il y a 66 millions d'années, un mardi matin, si l'on peut employer une telle expression pour une époque où les semaines n'existaient pas, quelque chose traversa l'atmosphère terrestre à une vitesse d'environ 20 km par seconde. Un astéroïde. Ou peut-être une comète. Un objet d'environ 10 à 14 km de diamètre, soit à peu près la hauteur à laquelle volent les avions de ligne modernes. Il entra dans l'atmosphère au-dessus de ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, au Mexique. La friction avec l'air le fit briller comme une étoile à la surface du Soleil. En quelques secondes, il traversa toute l'épaisseur de l'atmosphère et frappa la croûte terrestre avec une énergie équivalente à plusieurs milliards de fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Le cratère de Chicxulub, ainsi nommé d'après le village mexicain proche de son centre, mesure 180 km de diamètre. Il est encore visible aujourd'hui, partiellement sous la mer des Caraïbes, partiellement sous la jungle du Yucatan, détectable par imagerie gravitationnelle et sismique. Ce jour-là, tout ce qui vivait dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres mourut en quelques minutes. Une vague de chaleur d'une intensité inimaginable. Un souffle de pression qui aplatit les forêts comme des herbes sous un pied. Des tremblements de terre d'une magnitude que l'échelle de Richter ne peut pas exprimer. Un tsunami de plusieurs centaines de mètres de hauteur qui balaya les côtes de tout l'hémisphère occidental. Et puis, quelque chose de peut-être encore plus dévastateur que l'impact lui-même. L'hiver d'impact. Des milliards de tonnes de poussière, de suie et de débris furent projetés dans la stratosphère. Un voile opaque qui s'étendit progressivement sur la planète entière, bloquant la lumière du soleil. En quelques semaines, la photosynthèse s'effondra à l'échelle mondiale. Les plantes moururent. Les herbivores qui en dépendaient moururent. Les carnivores qui dépendaient des herbivores moururent. La température globale chuta de plusieurs dizaines de degrés Celsius selon les modèles climatiques publiés dans les Proceedings of the National Academy of Sciences. L'obscurité dura des mois, peut-être des années. Dans ce monde soudainement froid, sombre et stérile, les grands animaux à métabolisme élevé étaient les plus vulnérables. Ils avaient besoin de beaucoup de nourriture, et la nourriture avait disparu. Quetzalcoatlus, cette machine biologique à haute performance, ce géant endotherme aux besoins caloriques considérables, se retrouvait dans le pire scénario possible. Ses proies terrestres mouraient. Les thermiques qui lui permettaient de planer disparaissaient dans un ciel couvert de poussière. Les plaines inondables du Texas se transformaient en paysages dévastés, sans végétation, sans troupeaux d'hadrosaures, sans la chaîne alimentaire complexe qui soutenait son existence. Il ne pouvait pas ralentir son métabolisme pour traverser la crise. Il ne pouvait pas hiberner comme un reptile ectotherme. Il ne pouvait pas se contenter de quelques calories par semaine en attendant que les conditions s'améliorent. Il devait manger, continuellement, massivement. Et il n'y avait plus rien à manger. La fin de Quetzalcoatlus ne fut probablement pas spectaculaire. Pas de dernier combat héroïque, pas d'ultime envol sous un ciel en feu. Juste une lente défaillance métabolique dans un monde qui s'éteignait. Des individus affaiblis, incapables de décoller. Des jeunes qui ne survivaient pas à leur première saison. Des femelles qui ne produisaient plus d'œufs. Une population qui rétrécissait, génération après génération, jusqu'à ce que le dernier individu, quelque part dans les plaines dévastées du Texas ou du Mexique, meure silencieusement, sans témoin. 66 millions d'années avant que Douglas Lawson ne trouve son os d'aile dans une ravine du parc de Big Bend. Avec Quetzalcoatlus disparaissaient les ptérosaures tout entiers. Après 160 millions d'années de règne sur les cieux de la Terre, depuis le Trias jusqu'à la toute fin du Crétacé, le groupe s'éteignit complètement. Pas un seul représentant ne traversa la frontière entre le Crétacé et le Paléogène. Pas une lignée réduite qui aurait survécu dans un recoin isolé. Une extinction totale, définitive. Les oiseaux, leurs cousins évolutifs, descendants des théropodes, traversèrent la crise. Pas sans perte. La majorité des lignées aviaires du Crétacé s'éteignirent également. Mais quelques groupes survivèrent, probablement grâce à leur petite taille, leurs besoins énergétiques réduits
et leur capacité à se nourrir de graines et d'insectes, des ressources qui persistèrent quand tout le reste disparut. Les oiseaux héritèrent des cieux, un héritage que les ptérosaures avaient tenu pendant 160 millions d'années. Et aujourd'hui, que reste-t-il de Quetzalcoatlus dans notre monde? Ses os. Quelques fragments épars dans les tiroirs et les vitrines du Perot Museum of Nature and Science à Dallas, du Texas Memorial Museum à Austin, et dans les collections de recherche de l'Université du Texas. Des os creux comme du verre soufflé, bruns de minéralisation, muets en apparence, mais extraordinairement bavards pour qui sait les lire. Des reconstructions, des modèles numériques de plus en plus précis, construits par des équipes de paléontologues et d'ingénieurs qui combinent les données fossiles avec les lois de la physique et la biologie comparative pour ressusciter virtuellement cet animal. Des simulations de vol dans des logiciels aérodynamiques initialement conçus pour l'industrie aéronautique. Et des questions. Toujours des questions. Nous ne savons toujours pas exactement combien il pesait. Nous ne savons pas avec certitude comment il se comportait socialement. Nous n'avons jamais trouvé son crâne complet. Nous ignorons la couleur de sa peau et de ses pycnofibres. Était-il terne comme un vautour ou éclatant comme un toucan, avec des signaux visuels complexes pour la communication et la séduction? Nous ne savons pas si les sexes présentaient des différences morphologiques visibles, des crêtes plus grandes chez les mâles peut-être, ou des colorations distinctes. Nous ne savons pas combien d'espèces distinctes le genre Quetzalcoatlus contenait réellement. Chaque question résolue en ouvre 3 nouvelles. C'est la nature de la paléontologie. C'est ce qui la rend vivante, urgente, infiniment fascinante. Et il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette réalité. Un animal qui a dominé les cieux pendant des millions d'années, qui a vu naître et mourir des espèces entières, qui a survolé des paysages que plus aucun œil vivant ne verra jamais. Cet animal n'existe plus que dans des fragments de roches et dans les modèles mathématiques de chercheurs passionnés. Mais ces fragments suffisent à raconter une histoire extraordinaire. L'histoire d'un être à la limite du possible, d'une évolution poussée jusqu'à ses derniers retranchements, d'un prédateur qui chassait au sol comme une girafe carnivore et planait dans les airs comme un planeur de 12 mètres, d'un animal qui existait simultanément dans 2 mondes, la terre et le ciel, avec une maîtrise absolue de chacun. L'histoire du plus grand être volant que cette planète ait jamais produit. Pas dans un film, pas dans une légende, dans la réalité d'un monde qui a existé, qui était aussi réel que le vôtre, aussi brutal, aussi magnifique, aussi fragile. Un monde qui dort maintenant dans la roche, en attendant que quelqu'un le réveille, un os à la fois, magnifique, aussi fragile. Un monde qui dort maintenant dans la roche, en attendant que quelqu'un le réveille, un os à la fois.